Alors excusez-moi d'avance parce qu'il est 8h du matin, je suis un petit peu endormi donc voilà. Vous êtes peut-être à la recherche d'un nouvel écran d'e-gamer parfait pour jouer à vos jeux préférés, qu'ils soient compétitifs ou non, mais surtout vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix du marché. Peut-être parce que vous n'avez pas forcément beaucoup de budget ou alors simplement parce que vous n'avez pas envie de mettre 400, 500 voire même parfois 600 € dans un écran, ce que je comprends totalement. Dans ce cas, laissez-moi vous présenter le G-Master G2470 HSU que la marque Yamaha m'a très gentiment prêté pour que je puisse vous réaliser cette vidéo. Alors bien évidemment je reste 100% libre dans mes propos, je dis absolument ce que j'ai envie de dire et comme d'habitude je serai le plus honnête possible avec vous concernant cet écran. Mais du coup pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous présenter cet écran et pas un autre? Alors si vous avez une bonne mémoire, rappelez-vous ce que j'ai dit il y a environ 20 secondes, mais surtout vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix du marché. Donc oui parce qu'en voyant le prix et les specs proposés par l'écran, je me suis dit que ça pourrait vraiment être intéressant de vous le présenter, surtout qu'il va je pense en fait rentrer dans le budget de la plupart. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter Novo qui est le sponsor du jour. Mais Novo, qu'est-ce qu'ils font? Alors déjà on retrouve leur boutique sur Amazon et ils font notamment des hubs que vous branchez en USB-C à votre PC portable voire à votre PC fixe, mais c'est vrai que c'est quand même plus intéressant pour ceux qui ont un PC portable assez récent équipé d'un USB-C minimum. Sur ce hub multiport, vous trouvez différents types de connectiques en fonction du modèle que vous avez acheté, mais du coup prenons en exemple celui que j'ai commandé. Alors on y retrouve 3 ports USB 3.0, un port HDMI 4K, du VGA, un port Ethernet qui supporte jusqu'à 1000 Mbps, un emplacement pour carte SD et micro SD, puis pour éviter de vous handicaper d'un USB-C, on en retrouve un également pour remplacer celui utilisé par le hub. De plus, les finitions du produit sont vraiment très correctes, il est principalement fait d'aluminium, il est plutôt léger, mais sinon il est compatible avec Windows et macOS et il est aussi garanti pendant 2 ans. En tout cas, si ça vous intéresse, vous retrouvez le lien pour acheter ce hub ainsi que la boutique Amazon de Novo en description et je vous souhaite du coup un bon visionnage pour la suite de la vidéo. Pour revenir, voici les caractéristiques principales de cet écran. Donc on a du 23,8 pouces qui vient avec une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 165 Hz, 0,8 millisecondes pour le temps de réponse de valeur MPRT et non GTG, et on a aussi une dalle IPS, ce qu'ils appellent eux du Fast IPS au vu du temps de réponse de l'écran. Yamaha ont décidé de faire deux versions de cet écran, donc la première c'est celle que j'ai reçue personnellement et c'est le G2470 HSU qu'on retrouve aux alentours des 180 € à peu près, tandis que la deuxième elle par contre coûte un petit peu plus cher, ce sera plus vers les 190-200 € et c'est le GB2470 HSU, donc il n'y a que le petit B qui change. La seule et unique différence qu'il y a entre les deux, c'est que du côté du modèle à 180 € on se retrouve avec un pied un petit peu classique qui nous permet uniquement de régler l'inclinaison verticale de l'écran, alors que celui à 200 € est équipé d'un support un petit peu plus polyvalent qui nous permet notamment de mettre l'écran à la verticale, régler sa hauteur, etc. Le pied du G2470 fait environ 187 mm de profondeur, alors que du côté du GB2470 il en fait plutôt 256, donc voilà, c'est vrai que déjà il est plus imposant et de ce que j'ai pu voir ça peut même poser problème à certains. Après libre à vous de faire comme moi et de placer cet écran sur un support que vous fixez à votre bureau, c'est totalement compatible et en plus voilà, ça ne vous mangera aucune place, mais dans ce cas pensez bien évidemment à prendre la version la moins chère. Alors la qualité de fabrication de l'écran est très correcte, on a des bords extra fins ce qui de nos jours est quasiment devenu une norme, et puis l'écran lui-même est également plutôt fin. Il a deux prises USB connectées à votre PC, des haut-parleurs intégrés qui entre nous sont vraiment nuls, mais bon, ça reste le détail le moins important pour un écran gamer parce que vous êtes tous censés avoir un casque ou des écouteurs, peu importe, mais bon voilà, ça reste mieux que rien, donc pourquoi pas. Ce qui me dérange c'est que Yamaha fait le choix de placer des boutons à l'arrière de l'écran pour l'allumer et l'éteindre et aussi naviguer dans le menu OSD. Le problème avec ça c'est que déjà les boutons ce n'est pas forcément le plus pratique, en général de nos jours on essaye quand même de privilégier un petit joystick par exemple, mais le plus embêtant avec ça c'est qu'ils sont placés à l'arrière sur le côté, donc on sait pas vraiment sur quel bouton on appuie, de plus on n'a aucun repère textuel ni rien, donc bon je vous laisse imaginer le nombre de fois où j'ai voulu simplement avoir accès au menu, mais à la place j'ai éteint l'écran, donc c'est vrai que c'est assez chiant. Aussi n'oubliez pas d'activer le FreeSync dans le menu de l'écran qui est de base désactivé, et ne vous inquiétez pas parce que même si comme moi vous avez une carte graphique de chez Nvidia, vous pouvez quand même activer la G-Sync depuis le panneau de configuration Nvidia. Donc même si le G2470 n'a pas officiellement la certification G-Sync, vous pouvez quand même profiter de cette technologie et donc réduire les problèmes de ralentissement d'image ou de saccading game. Et franchement j'ai été assez surpris parce que justement en testant ce que ça donne sur différents types de jeux, que ce soit des FPS à des jeux beaucoup plus lents, en fait avec ma 1660 Ti l'écran Yamaha a très bien performé et en utilisant la G-Sync assez régulièrement je n'ai pas remarqué de tearing ou de quelconque défaut d'image avec le G2470. Pour un écran de cette gamme c'est vrai qu'il est quand même très lumineux parce qu'en fait si vous mettez dans le menu la luminosité de l'écran à 100%, on obtient un résultat d'environ 353 nits, ce qui est très bien pour ceux qui aiment jouer avec des valeurs plutôt élevées. Mais par contre le point négatif c'est qu'en mettant la luminosité au plus bas on obtient un résultat de 131 nits, ce qui reste quand même relativement lumineux pour la valeur la plus basse, et donc jouer dans le noir complet ne sera pas forcément la meilleure solution avec cet écran. J'ai également été surpris de voir à quel point il gérait très bien les contrastes, donc c'est vraiment agréable de regarder des vidéos, des films avec des scènes assez sombres, même pour le jeu vidéo c'est plutôt sympa. Mais sinon une autre fonctionnalité qui je pense pourrait être sympa à citer c'est le Black Tuner, qui est en fait une petite option qui vous permet de régler le niveau noir de l'écran. Vous pouvez aller de -5 à +5, et donc si vous allez vers les moins, l'image sera de plus en plus sombre et les noirs seront accentués, ce qui donne un look un petit peu plus cinématographique. Je m'en sers notamment lorsque je regarde des films ou quand je joue à des jeux type Tomb Raider, Hitman, etc. Mais par contre je descends jamais en dessous des -2 parce qu'après je trouve que ça fait vraiment trop, mais sinon la grande majorité du temps je suis
dans -1. Et à l'inverse, si vous commencez à aller dans les plus, ce sera le processus inverse, donc les tons sombres vont aller de plus en plus vers les tons clairs pour pouvoir mieux distinguer les éléments dans les lieux peu éclairés, comme notamment les ennemis. Enfin bref, sinon oui, la qualité de l'image et le rendu des couleurs sont vraiment très bien. Alors bien sûr, ce n'est pas de l'OLED, je prends en compte quand même par rapport au prix auquel on paye l'écran, c'est logique. Maintenant, je vous propose de faire un test de flou de mouvement, autrement dit de ghosting, car grâce à la technique de suivi de caméra, on pourra analyser plus précisément les performances du temps de réponse, qui est ici en l'occurrence de 0,8 ms MPRT. On va voir lequel des 6 modes d'overdrive a le meilleur résultat, sachant que par défaut il est placé sur 0, mais vous avez le choix de le mettre de -2 à +2 ou alors simplement de le mettre sur off. Théoriquement, on pourrait se dire que celui par défaut, donc 0, est le plus optimal, mais à 165 Hz, qui je le rappelle en fait est le taux de rafraîchissement maximal de l'écran. On voit bien que ce n'est pas forcément le cas, étant donné que se produit ce qu'on appelle de l'inverse ghosting, qui est dû à l'accélération du temps de réponse, et cela est encore plus accentué sur les modes +1 et +2, et c'est donc typiquement le genre de choses qu'on va éviter. Donc on raye ces 3 réglages de la liste, nous laissant avec l'overdrive désactivé à -1 et à -2. Alors parmi les 3, déjà celui qui performe le moins, c'est lorsque l'overdrive est éteint, puisque c'est sur celui-ci que le ghosting est le plus présent, et c'est assez visible. Tandis qu'entre l'overdrive à -2 et à -1, on a un petit peu plus de mal à voir en fait lequel se débrouille le mieux, mais moi j'aurais tendance à dire que c'est le -1 qui fait mieux le taf. On le voit légèrement en fait si on observe bien les bords gauche de l'objet. Ok, donc là ce qu'on vient de voir, c'est un test effectué à 165 Hz, mais maintenant je vous propose de reprendre ces 3 paramètres là qui se débrouillaient le mieux jusqu'à présent et de voir comment vont-ils se débrouiller cette fois-ci avec des taux de rafraîchissement plus bas, étant donné que pas tout le monde peut atteindre les 165 fps constants sur tous les jeux. À 144 Hz, on peut voir que l'overdrive sur -1 c'est toujours en fait celui qui se débrouille le mieux. Par contre, en passant sur 120 Hz, c'est cette fois-ci le -2 qui fait mieux le taf parmi les 4. Donc c'est notamment celui que je vous recommande de mettre si sur votre jeu vous êtes à 120 fps, comme les joueurs avec les dernières consoles par exemple. À 100 Hz, c'est encore le -2 qui gère le mieux. Par contre, si vous allez en dessous de cette fréquence, le mieux ça reste de le désactiver complètement, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc pour résumer avec cet écran, si vous jouez à un jeu et que vous êtes situé entre 120 et 165 fps, mettez l'overdrive sur -1. Entre 100 et 120, on passe sur du -2. Et on a vu ensemble que si vous êtes situé en dessous de 100, le mieux ça restait de le désactiver. Maintenant, j'aurais aimé pouvoir le comparer à l'un de ses principaux concurrents. Je suis donc tombé sur une vidéo test du AOC 24G2U et du coup j'ai comparé les résultats des deux écrans avec le meilleur paramètre d'overdrive sur chacun d'eux, et il s'avère qu'au final le 2470 de chez Yamaha a eu un meilleur résultat que le 24G2U, alors qu'il coûte pourtant 40-50 € moins cher il me semble, mais bon ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Une autre option intéressante pour améliorer son expérience de jeu que propose le 2470, c'est le MBR, qui a donc pour but de réduire le flou de mouvement in-game. C'est donc intéressant pour ceux qui jouent à des FPS par exemple, là où il faut en théorie être le plus précis possible. Malheureusement, en activant le MBR, ça nous bloque certaines fonctionnalités dans les paramètres, comme notamment le FreeSync, la luminosité, parce qu'en fait en fonction de chaque mode il y aura un paramètre de luminosité prédéfini par défaut qu'on ne pourra pas modifier, et c'est vrai que c'est assez chiant. Du coup on va comparer en fait tous les modes disponibles allant de -3 à +3, avec également le MBR désactivé qui aura l'overdrive à -1, pour vous montrer en fait ce qu'apporte en plus cette option. En les mettant tous côte à côte, on se rend compte qu'en dessous de MBR 0 ça ne vaut pas forcément le coup de l'activer. Puis parmi les 4 restants, ceux qui sont les plus nets sont le +2 et le +3. On ne remarque d'ailleurs pas de réelle différence entre les deux, mis à part le fait que le MBR +3 affiche une image plus sombre que le MBR +2. Donc voilà, après ce sera à vous de choisir en fonction de votre préférence de luminosité. Bon, l'option ici est intéressante, elle est plutôt bien gérée, mais ce n'est pas en tout cas celui qui gère le mieux la réduction du flou, enfin le motion blur. Je pense notamment au Zowie XL2411Q, je crois, de chez BenQ, qui fait mieux le taf de ce côté-là grâce à leur technologie dédiée dite DIAC. Après voilà, là on parle quand même d'un écran qui coûte en temps normal 60 € plus cher que le G2470 et qui a surtout en fait été conçu pour de l'e-sport, pour des jeux e-sport, qui a également ses défauts, mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Bon, je vais pas revenir sur les inconvénients de cet écran parce qu'on les a déjà à peu près relevés ensemble, comme notamment la luminosité quand elle est située au plus bas, mais ça reste quand même relativement lumineux, donc pour ceux qui jouent dans le noir, c'est pas forcément la meilleure chose. Et aussi les boutons à l'arrière, c'est pas le plus pratique, c'est assez chiant entre nous. Donc voilà, ça aurait été mieux de peut-être mettre un joystick ou alors simplement de les mettre en bas de l'écran comme ils le font déjà sur certains de leurs modèles. Pour conclure cette vidéo, est-ce que je vous recommande cet écran et si oui, à qui? La réponse, bien évidemment oui, à condition de l'avoir au prix annoncé ou alors aux alentours, mais sinon le G2470 s'adresse notamment à ceux qui recherchent un très bon écran gamer 144 Hz minimum tout en payant le moins cher possible. Alors attention, je dis pas que c'est l'écran le moins cher du marché qui propose du 144 Hz, mais je trouve en tout cas qu'en le comparant à d'autres modèles moins chers, que ça vaut réellement le coup de mettre les quelques dizaines d'euros en plus si vous êtes à la recherche d'un très bon rapport qualité-prix. Je rappelle que cet écran n'est pas spécialement conçu pour de l'e-sport, ce sera plutôt pour des joueurs du dimanche comme moi qui aiment bien de temps en temps consommer en parallèle des vidéos, des films, séries, voire même faire de la création de contenu. Par contre, si ce que vous cherchez c'est vraiment un écran pour de l'e-sport, dans ce cas je vous conseille de vous rediriger vers les modèles Zowie de chez BenQ. Optimum Tech, on en a parlé quelques fois dans certaines de ces vidéos, je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse. On note également les bonnes performances du temps de réponse de l'écran, c'est que sa capacité à très bien prendre en charge l'Adaptive Sync. Comme je vous l'ai dit, je n'ai eu aucun souci à ce niveau-là avec ma carte graphique de chez Nvidia, zéro saccade, rien. Et aussi, ça fait plaisir d'avoir une bonne dalle IPS sur un écran gamer à moins de 200 €. Et donc voilà, j'espère vraiment que la review de cet écran vous aura plu. Vous retrouvez en tout cas en description les liens pour acheter les
deux versions, donc avec et sans pied ergonomique. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'est tout pour moi et à bientôt. Ciao ciao.